Je suis sûre que si je vous parle de scalp, vous imaginez cette scène de western avec un indien lancé sur un cheval au galop qui arrache brutalement le crâne d'un ennemi encore vivant. Je suis sûre que vous visualisez tous cette scène guerrière presque morbide, mais la vérité c'est que le scalp, comme plein d'autres éléments des cultures étrangères à la nôtre, c'est encore une fois une énorme idée reçue. En tout cas, si on parle du scalp amérindien. Alors oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les scalps et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Lorsqu'on pense à la pratique du scalp, on l'associe donc systématiquement à un indien guerrier sanguinaire à cheval. La vérité, c'est que c'est une pratique à finalité religieuse qui est donc noyée dans les idées reçues. Déjà, est-ce que c'est vraiment vrai que les Indiens pratiquaient la scalpation? Alors oui, c'est vrai. Les archéologues ont relevé sur des sites préhistoriques autour du Mississippi et du Missouri des crânes qui portaient des marques très nettes de scalpation. Grâce à ces découvertes, on a pu apprendre que la scalpation était pratiquée avec une pierre taillée avant que les colons européens n'introduisent le couteau sur le continent américain, mais surtout qu'effectivement c'est une pratique qui existe depuis très longtemps, voire toujours, sur le continent américain. Par contre, si effectivement le scalp est une pratique amérindienne, c'est un cliché que de l'associer aux Indiens des plaines et particulièrement aux Sioux. On a retrouvé des scalps jusque chez les Aztèques. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la scalpation se pratiquait aussi en Europe antique, chez les Scythes, selon Hérodote, au Moyen-Âge chez des peuples germaniques comme les Lombards. Les colons européens aussi ont pratiqué le scalp, ou du moins entretenaient un vrai commerce du scalp. Selon l'historienne Dunbar Ortiz, les Écossais et les Irlandais pratiquaient aussi la scalpation, et des preuves archéologiques ont également retrouvé des scalps sur le continent africain. Bref, ce n'est pas complètement faux d'associer le scalp aux Indiens d'Amérique, mais ce n'est pas totalement vrai non plus, parce que c'est une pratique qu'on a retrouvée un peu partout et de tout temps. Mais du coup, pourquoi on a autant, dans notre imagination, associé le scalp à l'Indien? Pourquoi, lorsque l'on pense à un scalp, on ne pense pas par exemple au site de l'Antiquité qu'on vient de citer? Eh bien, il y a plusieurs facteurs à cela. Déjà, lorsque les colons ont débarqué aux Amériques et constaté la pratique, ils la trouvaient si spectaculaire et si sanglante qu'ils ne l'ont pas du tout appréhendée correctement. Plutôt que de l'étudier et de comprendre la spiritualité de ce geste, le symbole de bravoure, l'importance de la bravoure dans la pensée amérindienne, etc., ils y ont juste vu une pratique cruelle et barbare, mais au final cette vision-là c'était un vrai biais de confirmation. Parce que cette pensée-là, elle permettait aux colons de prouver que les Amérindiens étaient des sauvages, des barbares, et donc de justifier le génocide qu'ils étaient en train de commettre. Mais si les Indiens arrachaient de temps en temps des scalps avant l'arrivée des Européens, effectivement, ce sont bel et bien les colons qui ont favorisé le développement et la popularité de cette pratique. Avec l'arrivée des colons sur le territoire américain, le nombre de scalps a été multiplié par des milliers. Et ce, parce que les colons offraient des primes en échange des scalps. Et oui, si les Européens trouvaient la pratique barbare, cruelle, sauvage et tout ça, ils l'ont quand même bien vite adoptée. Et le principe d'offrir des primes pour chaque scalp va conduire à l'émergence d'une vraie chasse aux scalps et donc multiplier par centaines, par milliers le nombre de scalps arrachés et du coup éloigner la pratique de ses finalités spirituelles et religieuses et la rendre commune et quotidienne. C'était même un truc qui était devenu légal, institutionnalisé avec des lois qui fixaient les prix des primes, etc. Et d'ailleurs, fun fact, en Nouvelle-Écosse, au Canada, la récompense offerte aux chasseurs de primes pour le scalp d'un indien Micmac était encore en application au début des années 2000. Tout cela a commencé autour de la guerre des Péquot, donc vers 1637, lorsque les colons britanniques se sont mis à offrir des récompenses pour des scalps amérindiens. Déjà c'était un move intelligent pour les colons parce que les Américains ont commencé à s'entretuer entre eux pour avoir des scalps et donc bénéficier de ces primes. Puis à la fin du XVIIe siècle, ce sont les colons français au Canada qui ont commencé à offrir des primes pour les scalps de tête de leurs ennemis, mais de leurs ennemis européens. Et bien évidemment, créer un commerce autour du scalp, ça fait aussi naître de la fraude. Les Indiens savaient fabriquer des scalps avec de la peau de cheval ou en faire plusieurs avec un seul par exemple. Du coup, avec le temps, le scalp perdait de sa valeur monétaire et ne valait même plus tant que ça. Les Français, les Anglais, les Hollandais, bref, tous les colons offraient des primes à tour de bras pour des scalps, et du coup c'était devenu un genre de gagne-pain quotidien que d'arracher la chevelure d'une crâne d'autrui, une pratique normalisée par appât du gain, habituel, banal, un job comme un autre, comme un mec qui cultiverait des topinambours et qui les revendrait. Mais si on y réfléchit bien, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pratique du scalp, telle qu'on la connaît, eh bien en fait c'est une pratique
européenne. Elle est créée et institutionnalisée par les Européens, même si elle est exécutée par les Indiens, elle n'a au final aucun rapport avec la culture traditionnelle amérindienne. Parce que pour les Amérindiens, qu'est-ce que c'était que la vraie pratique de la scalpation? Les Hurons indiens du Canada appelaient le scalp Oninsara. Littéralement, l'Oninsara représente un trophée guerrier, mais il faut savoir que les guerres tribales amérindiennes, lors desquelles on récupérait des scalps, n'étaient pas, par exemple, des guerres de territoire, de conquête, etc., comme nous on connaît dans notre culture. C'était des guerres menées exprès dans le but de s'arroger le plus de prestige social possible et de récupérer un maximum de ressources. Et d'ailleurs, la prise de scalp n'était pas du tout vue comme un acte guerrier valorisé. Un coup direct porté par la main en face à face était l'un des actes qui portait le plus de bravoure et de prestige social à un guerrier. Ces guerres tribales, dans lesquelles on évaluait donc le courage de chacun, étaient des genres de raids qui consistaient à s'emparer d'un maximum de ressources de son adversaire. Le but dans ces raids, ce n'est pas de tuer. Dans la pensée amérindienne, la guerre est un jeu, plutôt dangereux certes, mais que l'on pourrait comparer au tournoi du Moyen-Âge en Europe par exemple. Le but, c'est de capturer les ressources de l'adversaire et aussi de compter les coups, comme des genres de faits d'armes de chevaliers pour comptabiliser les actes de bravoure et donc le niveau de prestige social de chaque guerrier. Et du coup, par exemple, tuer à distance ou dans le dos, c'est même pas que ça apporte pas de points de prestige, c'est que c'est même carrément dévalorisant. Un des gestes de bravoure qui est très connu dans l'histoire moderne des Amérindiens est celui de Sitting Bull, qui en 1872 est descendu de cheval lors d'une bataille avec les colons américains et s'est assis face à ses adversaires, refusant le combat aux armes et à cheval, et a choisi de fumer une pipe sous une pluie de balles. Il n'était pas brave ni respectable à ses yeux de se battre avec des armes, qu'elles soient blanches ou à feu, à dos de cheval, etc. Le combat valorisant est le corps à corps, un à un, d'égal à égal, sans inconvénient ou avantage pour aucun des deux parties. Mais alors comment comprendre le scalp dans les guerres tribales amérindiennes s'il ne s'agit pas d'un acte de bravoure, et pourquoi était-il néanmoins beaucoup pratiqué? Avant l'arrivée des colons européens, on n'arrachait vraisemblablement jamais un scalp sauvagement au cours d'une bataille, comme dans toutes les scènes de films qu'on a pu voir jusqu'ici. Le concept de la guerre tribale était avant tout de choper les ressources des autres, et il semblerait que scalper un ennemi permettent de s'approprier sa vertu, son courage et son esprit. Selon les anthropologues Owsley et Berryman, le scalp serait en fait un symbole de l'âme de l'individu. On tend à penser que l'esprit d'un homme réside dans sa chevelure, et ce notamment parce que les cheveux sont un symbole de vie, parce qu'ils continuent de pousser même après la mort. Donc le scalp est au final un objet surtout très spirituel, et prélever un scalp, c'est s'approprier la personne par ses cheveux. Les cheveux de quelqu'un, c'est comme une synecdoque de la personne tout entière, c'est-à-dire un élément qui représente un tout. D'ailleurs, on peut constater ça finalement souvent avec les cheveux. On garde souvent la première mèche du bébé, on peut garder des fois des tresses ou des mèches d'un être aimé, et on retrouve souvent des mèches de cheveux dans la plupart des rituels vaudous, magiques ou païens. Donc même s'il ne représente pas forcément un acte de courage, le scalp représente donc un grand honneur. Et lorsque les guerriers reviennent des raids sans scalp, ils reviennent de nuit sans bruit, et lorsqu'ils reviennent avec des scalps, ceux-ci sont nettoyés, habillés de plumes, tressés, ornés de perles, etc. et exhibés avec les autres ressources prises. Et ensuite, par exemple chez les Sioux, on les offrait à ses sœurs. Effectivement, les cheveux, c'est quand même tout un symbole au final. On exprime sa personnalité, son identité par ses cheveux, c'est un matériau humain que l'on peut modeler, c'est aussi un support de savoir-faire et puis un symbole de temps qui passe, de maladie, de mort, etc. Il peut être conservé comme objet de mémoire, comme talisman. Il conserve un petit peu en quelque sorte le mana de l'individu, le mana étant la force spirituelle qui réside en toute chose. Et de tout temps, l'être humain s'est éloigné de son état de nature en touchant à ses cheveux, en les coiffant, les arrangeant, les coupant, etc. Le cheveu, c'est un attribut universel à l'humanité, et en plus il est polymorphe, il peut être autant un outil de séduction qu'un objet de rite, il n'a pas de sens fixe, il peut servir à rentrer dans la norme, mais aussi à être un support de contestation. Et puis la mutilation du cheveu, ça révèle une importance très très forte dans la symbolique des cheveux. Comme par exemple les scalps ou les têtes réduites dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, créent un vrai lien avec l'au-delà, sont des objets spirituels. Par contre, les femmes tondues, pour avoir eu des rapports avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, là, elles subissent une vraie humiliation, une vraie violence, une vraie punition en se faisant tondre la tête. Mais voilà, le cheveu, c'est un objet qui est tellement symbolique que ça pourrait faire toute une vidéo. D'ailleurs, ça peut être un prochain sujet pour un humanoscope. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Le scalp, au final, il renvoie à des conceptions des corps, de la guerre, de l'altérité.
Il est un objet rituel qui associe le réel à l'imaginaire, c'est-à-dire qu'il représente un être vivant, imaginairement, en étant une partie réelle de lui. Et chez les Amérindiens, loin d'être un acte guerrier sanguinaire qui permettait de compter ses victimes, le scalp était un moyen d'appropriation de l'autre, de la même manière que les Amérindiens menaient des raids pour s'approprier les ressources de leurs adversaires. Et comme le scalp est un objet, il circule. Et il a été au final très approprié par les Européens comme preuve de barbarie et de sauvagerie de leurs ennemis d'abord, ensuite comme moyen militaire de compter les victimes chez leurs adversaires à la guerre, puis comme bien monétaire, source de profit, et enfin comme objet culturel que les Blancs ont conservé, revendu, exposé dans des musées, utilisé dans des films, etc. Alors, au final, si on associe le scalp aux Amérindiens dans notre esprit, il faut bien admettre qu'en réalité, le scalp, tel qu'on le connaît et l'imagine, est en fait bel et bien un objet de la culture européenne et pas du tout de la culture traditionnelle amérindienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne, de continuer de partager mes vidéos, de mettre des commentaires, de mettre des likes, etc. Merci d'ailleurs encore une fois aux internets de m'avoir décerné un prix pour ma vidéo sur le cannibalisme. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans la petite barre d'informations. Merci aussi à tous ceux qui continuent de me soutenir financièrement grâce à Tipeee. Et puis on se retrouve sur mes autres réseaux sociaux, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle Ethno Chronique.